Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle table de marque. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de basket. On espère que tout le monde va bien. Il fait gris, il pleut, il fait froid alors qu'on est en juillet. Mais bon, heureusement, c'est la meilleure période de l'année. C'est les playoffs NBA, c'est les finales NBA. N'hésitez pas avant que la vidéo commence à balancer un gros pouce pour nous soutenir, à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis, tout ça. Aujourd'hui, on a un bon petit programme. On va parler de l'épopée des Bleus sur le Mondial U19 du coup qui s'est terminé dimanche face aux Américains à Team USA sur une petite défaite de 2 points. Évidemment, on en reparlera. On parlera aussi de Victor qui nous a mis des étoiles dans les yeux. Une fois n'est pas coutume, on va parler des finales NBA. Et voilà pour le programme, grosso modo, pour aujourd'hui. Je rappelle juste avant qu'on commence qu'on a toujours 2 concours qui sont actifs sur notre compte Twitter. On en a un pour gagner le bouquin L'Odyssée d'Allen Iverson de 2001, l'Odyssée d'Allen Iverson dont on a reçu l'auteur qui était Yann Casville du coup sur la dernière table de marque, qui est toujours à gagner sur le compte, et un concours pour gagner un maillot NBA, le maillot de votre choix. Messieurs, on est parti. Je vous ai pas demandé comment ça va. Putain, waouh, l'enfer. Antoine, comment ça va, gros? Ça va et toi, mon frère? Ça va, j'ai super content d'être là, gros. J'avais pas d'intro classique aujourd'hui, donc. On n'a pas d'invité cette semaine, mais on a quand même un homme de classe qui est là pour compléter, et on est content d'avoir Teddy. Ouais, on a un ancien, on a un taulier. Comment ça va, Teddy? Bah ouais. Bah ça va super. Bon, Hugo, t'as pas voulu me présenter, mais merci Antoine. Je sais que je suis pas un invité de marque, mais quand même, je me suis bien sapé et tout. Et non, mais Hugo, j'ai mis la casquette pour Hugo en plus, lui qui est fan des Lakers. Je la vois pas en plus sur le truc. Bah voilà. C'est la casquette des Lakers, j'aurais dû mettre la mienne. Bah putain. Oui. Ouais, non, c'est l'émission, elle s'est lancée un peu plus à l'arrache que d'habitude. Du coup, sur les présentations, j'avoue que c'était un peu soft, mais Hugo, il s'est dit pas d'invité, tranquille, en roue libre, c'est bon, pas besoin de présenter les 2 plus ouais, là, pas besoin de travailler FD. On parle de quoi, les gars? Donc voilà. Bon, du coup, on va commencer sur les Bleus, si ça vous va? Let's go. Allez, c'est parti. Les Bleus, du coup, qui ont fait un très beau parcours sur le Mondial U19, qui sont allés quand même jusqu'en finale, une défaite sur de seulement 2 points. Teddy, t'as suivi un peu le Mondial, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah oui, j'ai suivi surtout quand ça a commencé à sentir bon pour les Bleus, un peu comme tout le monde sur les réseaux, à voir les highlights et puis à suivre les 2 derniers matchs, surtout Serbie en demi-finale et contre les USA en finale. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, que l'avenir est plutôt radieux, encore une fois, pour les Bleus. Donc ça fait plaisir. On a pu voir de nouveaux noms, des gars qu'on a déjà vus à des niveaux pro, des gars qui jouent aux States et qui jouent maintenant, enfin en université, et qui jouent maintenant pour les Bleus. Donc ça fait plaisir aussi de voir qu'ils sont capables de bien redorer le blason, le coq, hein, comme on dit. Et surtout un groupe qui, c'est bête à dire, mais qui vit bien. En tout cas, j'ai pu voir des belles images sur les réseaux d'un groupe content, vraiment un peu chambreur, enfin des jeunes quoi, qui ont envie de se faire plaisir et qui savent très bien jouer au basket, et ils l'ont prouvé sur le terrain. 2e place, triste, mais en tout cas bravo à eux pour cette belle médaille d'argent. Ouais, médaille d'argent méritée. Antoine, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce mondial? Écoute, magnifique, ça montre qu'on a un bel avenir devant nous. Je rebondis sur ce qu'a dit Teddy. On a vu une équipe qui a de la cohérence dans son jeu, tu vois, qui a des repères, qui fonctionne comme un véritable groupe. On a battu quand même des grosses nations. La Lituanie, c'est une nation de basket. La Serbie, c'est pareil. Je pense qu'on va forcément parler de Victor Wembanyama après, mais il est absolument incroyable. Mathieu Strazel, on a vraiment des belles petites pépites, et ça annonce de belles choses pour la suite. Moi, j'ai aussi envie de souligner la continuité du groupe France dans son ensemble, et les générations en fait qui succèdent. On parle souvent des générations dorées au foot, tu vois, avec Benzema, puis ensuite celle de Mbappé, etc. En équipe de France aussi, en vrai, on a que des belles générations. On a eu la génération Parker qui était avec Boris Dio. On a eu l'actuelle avec Batum, Gobert, Fournier, et j'en oublie, mais on a une belle équipe de France. Et la génération qui suit a l'air vraiment talentueuse. Et je pense que c'est un bon signe pour le basket. Dans les autres sports,
on a souvent des creux et on a moins ça on a Mhm. moins ça en équipe de France de basket, donc je trouve ça notable. Et voilà. Et toi, t'en as pensé quoi, Hugo? Non, bah écoute, pareil que vous, sur le parcours, forcément, c'était une belle surprise. C'est vrai que quand il y a un truc comme ça, on va pas. Enfin, tu vois, moi, je vais pas faire le mytho. Moi, je suis très NBA. Après, ce qu'il y a autour, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal, mais disons que quand tu vois que ça commence à vraiment se chauffer, comme l'a dit Teddy, on se dit, ah putain, attends, il y a moyen et tout, ils sont vraiment là. Donc, forcément, tu t'intéresses un peu plus, tu suis un peu l'actualité, etc. Et donc, non, très, très, très belle surprise. Et puis je rebondis aussi sur ce que tu as dit, sur le fait que il y a justement cette continuité un peu dans les équipes de France avec la génération Tony, Tony Boris. Maintenant, il y a tous les Nico, Rudy, Evan, même Andrew Albici, tu vois, toute cette génération de joueurs. Et ce qui est cool, c'est qu'on a une super grosse génération qui arrive aussi, portée forcément par Strazel et Victor en Surtout patron, Victor, mais en surtout étendard. Victor. Mais en plus, ce qui est cool, c'est que justement, il y a un écart d'âge qui est parfait, je trouve, parce que quand ces mecs-là vont vraiment se ramener dans le groupe équipe de France, tu vois, l'équipe de France normale, il y aura encore des Rudy, des Evan, des Nico, tu vois, a priori, il y aura encore des garçons comme ça quand les Victor et les Strazel vont se ramener dans la vraie, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais dans la vraie équipe de France. Et du coup, C'est ça fait vrai. qu'il y aura toujours ce truc, tu vois. Parce que quand t'as une nouvelle génération vraiment nouvelle et que tous les anciens partent et qu'il y a vraiment une scission, ça nique un peu la continuité. Tu prends entre guillemets des risques, tu vois. Enfin, tu prends pas de risques parce que tu peux pas le prévoir. C'est de la faute à personne. Mais je veux dire, quand il peut y avoir cette transition où les jeunes ont quand même une période où ils se lancent un peu avec les grands, avec des joueurs en plus forcément que eux-mêmes doivent suivre. Tu vois, c'est des gars, c'est sûr, ils regardent des matchs de NBA, c'est sûr qu'ils ont des équipes favorites et c'est sûr que quand ils Bah, voient des Français, Mathieu, d'ailleurs, a déjà parlé de la draft et a dit qu'il comptait peut-être se présenter en 2023. Donc, je voilà. pense qu'ils ont tous la NBA dans un coin de leur tête, de toute façon. Clairement. Et forcément, tu vois, ces mecs-là, je suis sûr que comme nous, quand ils voient des Nico, qui refait une excellente saison et qui relance sa carrière, quand on voit des Rudy qui enchaînent les deep boys comme si c'était des tucs, Evan, quand il fait des gros cartons et tout, enfin bref, je pense que c'est des mecs qui kiffent tout ça. Et donc voilà, non, franchement, c'est une belle transition, je trouve, tu vois, c'est un bon truc, ça fait plaisir. Puis surtout, alors forcément, il y a le goût amer de perdre seulement 2 points en finale contre Team USA. Mais ça, justement, ça promet pour l'avenir. Et je pense que tu vois ça, quand tu perds en finale, tu vois, mine de rien, ça te fait déjà de l'expérience en compétition de haut niveau, en compétition Ouais. internationale. Et le fait d'arriver deuxième et de perdre seulement 2 points contre Team USA, qui est pas une institution, mais tu vois, quand tu vois le logo de Team USA en FIBA, tu flippes, tu vois. C'est un truc. Et du coup, je pense que c'est des mecs qui vont revenir avec la dalle, tu vois. S'ils ont le mental je pense que ça ne peut que être un truc qui va, tu sais, qui va les propulser et les motiver encore plus pour être performants sur les prochaines compétitions quand ils vont rejoindre la grande équipe de France. Donc non, franchement, très très cool à suivre. Puis on va peut-être parler de Victor, non les gars, comment ça se passe je sais pas si vous connaissez, non. Je crois qu'il a que 17 ans, le gars, hein. Je Mais crois que juste c'est ça aussi. pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que une défaite en finale pour un groupe, mine de rien, quand même très très jeune, c'est moins de 19 ans, tu vois. On parle pas de moins de 21 ou moins de 23, c'est moins de 19 piges. Les gars, c'est des jeunes pousses. Et quand tu perds comme ça, face à une institution, alors que c'est sur le fil et que tu as vraiment l'occasion de gagner, c'est quelque chose qui te solidarise et qui te permet de toujours, tu vois, genre, quand tu connais la défaite très jeune, je pense à je sais pas, tu vois, Bappé là potentiellement, tu vois, ou Griezmann par exemple qui perdait, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez en Coupe du Monde 2014. Bon après ça a rien à voir parce qu'on parle de basket, mais tu vois quand t'es un jeune qui a du potentiel et que tu perds, ça a tendance Surtout quand t'as un échec dans une compétition à prestigieuse t'endurcir, tu de haut vois. niveau et loin dans la compète. Enfin là pour le coup c'est une finale, tu peux pas aller plus loin quoi. Ça a tendance à t'endurcir et du coup, je pense que c'est bon présage pour la suite pour notre équipe de Mm. France qui est talentueuse, bien coachée. Il faut noter le bon travail de Frédéric Crapez, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais il faut noter son excellent travail. Et voilà. Mais du coup, allons sur Victor Wembanyama, qui est déclaré comme le potentiel plus grand prospect de l'histoire. Après, je sais bien qu'ils aiment souvent dire ça, mais en tout cas, comme le premier choix de la draft 2023. Ah, et puis là pour le coup, en termes de, tu vois, au-delà du talent, tu vois, qui est juste indéniable et de ce que le mec est capable de faire sur un terrain, il y a ce truc de profil ultra atypique et il y a ce côté,
il y a ce côté, avec le profil qu'il a, si le mec est bon, t'as pas de solution en fait. Il y a ce côté invincible, instoppable, tu peux pas l'arrêter, il y a juste rien à faire parce que le mec est trop grand, il fait 2m20. Le mec, il a une envergure, gros, c'est un Airbus A380, gros, c'est l'enfer. Il fait des matchs, on va peut-être en parler, mais il fait 2 matchs à 8 contre quand même sur ce mondial. Donc en fait, si c'est un mec à la KD capable de shooter en jumper de n'importe où du terrain, peu importe qui défend sur lui, capable d'attaquer le cercle comme je sais pas quoi, comme une tarentule, gros, comme un Kevin Durant, mais en plus qu'il a la défense de je ne sais qui. Enfin, il y a ce truc quand tu prends en compte son physique, son talent. Et son âge, tu vois, le fait qu'il a 17 ans, hein, c'est quoi, c'est un bachelier, le mec, il peut même pas encore s'acheter des clubs. Enfin, c'est quoi cette histoire, gros? Et du coup, tu vois, j'ai l'impression que c'est le package parfait pour être un futur énorme joueur, quoi. Tu vois, genre, il y a... Après, tu sais, tu mets tout ça dans le mixeur, tu mixes, tu te dis, waouh, mais ça peut que faire un gazpacho super bon, quoi, tu vois. je suis totalement d'accord avec toi, que ce soit sur le profil du joueur, sur le talent, etc. J'ai l'impression qu'on a déjà des certitudes. Et surtout Moi, qu'en France, on n'a jamais eu un mec comme ça, je veux dire, Ça, c'est cheaté. sûr. Tu vois, genre un mec chimique. Tu vois, quand je dis un mec chimique, tu Un vois, c'est freak. vraiment. Un Un mec freak, bizarre, quoi. On n'a jamais eu ça en France. Un énorme On a eu, freak, on n'a jamais eu un énorme freak en France. avec, tu sais, autant Ah, le mec est super fort. Tu vois, genre, on le disait déjà Ouais, quand il ouais, avait ouais. 17 ans. Après, tu après, vois, peut-être que je me trompe, mais. Après, on le compare à KD, allons-y mollo quand même, parce qu'il Oui. reste moins mobile. Et je veux dire, c'est pas un gars qui peut pull-up quand même partout. En catch and shoot, peut-être, parce qu'on l'a vu rentrer des shoots de 10 mètres en catch and shoot, mais c'est pas quand même. En fadeaway, par contre, il a énormément de moves. Et au poste, il te fournit comme jamais. Mais moi, c'est justement ça que j'aime bien. C'est que, à l'inverse d'un Porzingis qui fait 2,21 et qui fait rien, lui, il fait 2,19 et il profite de sa taille. Alors, bien sûr, on va me dire, quand il joue face à des joueurs qui ont Oui. son âge, ben c'est plus facile parce qu'il est plus Il va grand que se tout le monde. muscler, il va Mais se là- muscler, il là- va se développer Là, physiquement. Il a que 17. cette année, il va jouer à l'Asvel. Alors, j'ose espérer qu'il aura du temps de jeu. Je pense qu'il en aura. Et je pense qu'il va dominer à l'intérieur, qu'il va profiter de sa taille, qu'il va pas passer sa vie justement Au à large. s'inventer une vie au large, etc. Il est conscient, vraiment, il comprend le basket à la perfection. Là, quand tu le vois cutter à des moments très précis, il sait vraiment bien lire le jeu. Et puis putain, tu vois, on parle là de son côté offensif, mais parlons de son côté défensif. Le mec là, il lâche 8 comptes par match, normal. Bon, alors pas 8 comptes par match sur le Il y tournoi, a mais il 2 fait 8 matchs à contre en 8. quart. 8 contre en quart, 8 contre en finale. Qu'est-ce que c'est que ça? Si on va si on extrapole comme on l'a fait quand on a dit quand on a parlé par rapport à KD, mais défensivement c'est Gobert alors imagine le mix de Gobert et KD qui fait 2,19 en NBA. C'est hallucinant. C'est même peut-être plus que Gobert en termes de défense, genre je verrouille l'arceau et personne passe, tu vois. Ouais, parce qu'il fait des comptes vraiment impressionnants pour le coup. Genre après bon, on connaît, c'est difficile de se projeter après aussi loin forcément. Là c'était un mondial du 19, tu vois, la NBA c'est pas pareil, c'est plus physique, c'est plus rapide, on connaît, mais ouais non c'est assez ouf, c'est assez ouf. T'es dit toi, Victor, c'est comment? Bah, justement, je trouve que là, on extrapole, mais on a raison parce que pour le coup, il a que 17 ans et il a, je trouve, le parcours pour le moment parfait. C'est-à-dire que depuis tout jeune, il joue avec les générations d'espoir en équipe de France. Donc là, la génération qu'on a pu voir au mondial, c'est celle qui est née, enfin, qui va être draftée sûrement en 2022. Donc je sais pas quel âge ça fait. Enfin, et donc des générations du coup de personnes qui ont 18 ans. Lui, il avait déjà 1 an d'avance, donc il fait déjà partie de ce groupe, il est déjà intégré dans le 5. Il connaît ses forces, il a aussi, en jouant en pro en tout cas avec des gars un peu plus vieux que lui, à un niveau élite, il peut aussi connaître ses faiblesses, c'est-à-dire qu'on parle effectivement de sa superbe défense, mais il a ces petits problèmes de faute qu'il a eu durant la compétition. Clairement, en demi, hein, et même en finale où il sort, il ne finit pas le match et on perd 2 points, donc très 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 vexé en tout cas d'être sorti aussitôt. Donc un grand comme ça, c'est clair qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre sur son corps, sur sa mobilité, sur comment bien défendre pour pas non plus être sifflé des fautes trop souvent, etc. Avec ses longs bras là qu'il faut qu'il muscle, hein, c'est pas possible. Mais voilà, il a le temps, il a que 17 ans, à cet âge-là, je pense que ça va extrêmement bien évoluer. Quand je vois des photos de Rudy Gobert à son âge, ça fait peur, il est là,
pareil que lui. Alors, et c'est pareil quand on voit Ganis ou Kidi quand ils sont rookies. Enfin, voilà, c'est Ils sont des aliens, gringalés, les quoi. types. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Sur il ça, a le quand temps même, pour ça, mais c'est quand même un aspect qui m'inquiète un petit peu. Moi, il y a toujours la jurisprudence oui, blessure, tu vois. Bah de toute façon, oui, c'est ça. Après, c'est un truc, c'est même pas une histoire de, je pense, si t'es musclé ou si t'es un peu plus slim, tu vois et tout. C'est juste la jurisprudence des grands, quoi. Les mecs qui sont plus grands, t'as une masse osseuse beaucoup plus importante et beaucoup plus de poids à supporter sur tes petits genoux. Beaucoup plus fragile, tout Tu vois, simplement. voilà, c'est ça. Donc, mais ça, je pense, ça va s'apprendre. Et puis après, il y a ce côté, effectivement, donc, comme je vous dis, dans le parcours, là, on le pronostique déjà numéro 1. Le choix de Lasvel d'aller directement chez les pros, on peut douter d'un temps de jeu ou pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que il reste en France pour continuer sa formation dans le meilleur club français qui jouera en Euroleague. Encore une avec fois, Tony dans les bureaux, parfait. pas loin, tu vois, je pense qu'il y Avec a pire Tony, comme environnement. Hein. Et puis ce qu'on a avec vu, des, et puis ce qu'on a vu là, je pense que vraiment qu'il aura du temps de jeu. Moi, ça m'étonnerait qu'on lui donne pas de temps de jeu là, tu vois. Moi Oui, aussi. c'est ça, et c'est ça aussi qu'on recherche quelquefois quand les joueurs quelquefois restent en France et n'ont pas forcément un temps de jeu énorme ou sont sur le banc. Il faut qu'on apprenne aussi en France à faire jouer nos pépites élites dans les 5, voilà, comme on a pu faire avec Sekou Doumbouya, avec Franck, Mm. et pas forcément voir du coup des Européens, enfin des Français partir en Europe comme on a vu avec Kylian Hayes. Voilà, où c'est pas mal pour se former, mais là il faut qu'on Comme, profite de ou ce joyau pour comme Hugo Besson le fait maintenant, et qui part en exactement Nouvelle-Zélande, là, gars. Mm. Nouvelle-Zélande. Ouais. Ouais. Après, moi en plus, il y a un truc qui me hype encore plus. Enfin, je sais pas si c'est à raison ou à tort, mais il y a une réalité, en tout cas dans le cadre de la NBA, c'est que souvent, tu vois, les grands mettent plus de temps à se développer, etc. Tu vois. Tu vois, on le voit par exemple avec un DeAndre Ayton cette saison, tu vois, il est arrivé en même temps que Luka et tout, que Luka et Trae Young, il a mis un peu plus de temps à se développer, du moins à se dévoiler complètement à 100%. Il y a ce truc où les grands mettent plus de temps à se développer que les jeunes, et lui, il est déjà hyper mature dans son jeu en fait. Tu vois, il joue sur ses forces, il s'invente pas des vies comme le disait Antoine, à jouer au large ou je ne sais quoi dans le basket moderne. Il reste quand même à l'intérieur pour casser des raquettes. Et non, franchement, parce qu'en fait, justement, c'est ça ma réflexion. Si les grands mettent plus de temps à se développer, que le mec, il est déjà à ce niveau-là, à 17 ans, qu'il lui reste quelques années à charbonner en Europe, qu'après, il se présente à la draft, s'il se fait drafter en 2023, un truc comme ça, 2022, 23, 24, et que, encore une fois, quand il arrive en NBA, alors qu'il aura déjà pris du niveau par rapport à aujourd'hui, s'il en reprend encore, je suis là, alors, ouais, ça peut vraiment être une énorme dinguerie en fait, genre ça peut vraiment être un potentiel de je sais pas, je peux pas placer de limite en fait, c'est Écoute, là, il est présenté comme le clair first pick de 2023, tu vois. Genre, comme on parlait de Zion 2 ans ou 3 ans C'est avant ça, sa ouais. draft, comme on parlait de LeBron 3 ans avant sa draft, tu vois ce que je veux dire? On sait que Victor, il peut pas se présenter pour le moment. Je crois ouais, parce C'est qu'il a que 17 2023, ans, ouais. faut avoir un C'est minimum d'âge, non? 2023. Faut qu'il ait mais 21? C'est Non, ça. non, 19? à 18, C'est à 19 ans, ouais. C'est à 19. 18, à 18, ils peuvent pas? À 18, mais je crois qu'il n'y a pas un DEL où il faut qu'ils aient Pour les 19 ans en fin Européens, genre. d'année. Je crois qu'il y a un Ouais, truc comme ça. Hein. t'as peut-être raison. Je crois que c'est ça aussi. Mais donc du coup, ce sera 2023. Je pense pas qu'il va attendre plus longtemps parce qu'à mon avis, 2 ans à Lasvel, c'est parfait pour se C'est parfait. former, pour continuer de progresser dans un cercle avec un Tony qui te connaît. Tu vois, vraiment, Victor a l'avenir devant lui et c'est parfait pour le basket français. Clairement, messieurs, bah on va conclure vite fait. Du coup, je pense qu'il y a rien d'autre à rajouter. Teddy, tu voulais rajouter un truc sur Non, Victor non, c'est ou sur les ça, bleus, hein? Moi, juste à Bah, dire qu'aussi, il y a vas-y, Mathieu. vas-y. Il y a Mathieu qui est là aussi. Ouais, On n'a pas parlé de Mathieu, mais lui aussi, il ouais. peut faire de Ouais, belles choses. qui en gestionnaire capable il a fait des très bonnes performances à la passe et au scoring Ouais, vous Victor en parliez le rejoindra à vous en Lasvel, parliez ouais. en off tout à l'heure. Vous disiez, ouais, je le voyais, enfin, surtout Antoine qui disait, je le voyais plus comme un combo, plus un mec en gros qui met dedans, quoi. Et en fait, ouais, c'est vrai que ça peut aussi être vraiment un mec qui est dans la gestion, qui contrôle C'est un pareil. match, quoi, qui contrôle le match C'est de ça. son équipe et qui est le tempo, enfin, le donneur de tempo, quoi. Donc C'est ça. voilà, bah écoutez, c'était le petit sujet sur les Bleus pour commencer l'émission. On était obligé de rendre honneur, de faire honneur à cette nouvelle génération parce que bah, forcément c'est impressionnant, c'est hypant, ça nous fait plaisir en tant que chauvin. Et puis voilà, c'est vrai que les deux, les Mathieu Strazel et
Et Victor, voilà, je pense qu'en termes de dinguerie, de kiff qu'on pourrait avoir sur les prochaines années, le curseur est très très haut. Mais si on va passer au final NBA. Let's go. Allez, let's go. J'ai envie de parler de Chris Paul. C'est parti. On en est à 2-1 dans la série du coup entre les Suns et les Bucks, messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé là du coup au moment où on tourne mardi, il y a 2-1. Au moment où l'émission sera postée, il y a un match ce soir, du coup en théorie, on se projette. Match 4 à Milwaukee. Physionomie de la série au global assez intéressante. Je trouve, c'est en tout cas le Game 3 je trouve a complètement relancé la série, c'est assez indéniable. Antoine, je te lance en premier. C'est quoi pour l'instant ta lecture sur cette série, sur chaque équipe et sur ce que tu imagines un peu pour les matchs à venir? Écoute, on a quand même vu un début de série où Phoenix dominait clairement avec des Game 1 et les deux premiers matchs maîtrisés de bout en bout. Même si sur le Game 2, on a vu une réaction après justement un match où Milwaukee est en dessous avec Jrue et Middleton qui sont pas au rendez-vous. Et sur le Game 2, on voit une réaction au début où ils mettent un vrai impact physique, tu vois. Dès le début. Et dès le début, sur le premier quart, ils font un peu bégayer les Suns, sauf que Monty Williams s'ajuste. Et c'est là où on voit que Monty Williams est un coach qui sait s'adapter en cours de match, quand Mike Budenholzer ne sait que s'adapter match après match. Et du coup, Phoenix remporte à nouveau ce Game 2. Et au Game 3, enfin, on a toujours un Giannis en énorme machine, parce qu'au Game 2, du coup, il roule sur tout le monde avec 42 points et combien de rebonds il prend sur le Game 2? Parce qu'il prend 20 rebonds il prend 17 rebonds sur le premier. Oh, il doit prendre la quinzaine. J'ai pas les stats. Il prend 12 rebonds sur le Game 2. Il prend 12 rebonds. 13 sur le Game 3. Il est en 42-12 sur le Game 2, mais il est complètement isolé. Middleton et Jrue ne sont pas au rendez-vous du tout. Et au Game 3, du coup, on a un Jrue Holiday qui est présent et Milwaukee qui remporte ce match assez nettement. Donc, ma lecture, c'est que j'espère que Milwaukee sera capable de reproduire un match de ce niveau, parce que si Giannis est tout seul, à nouveau, on voit bien qu'ils sont pas capables de gagner, et que en face, Phoenix, eux, sont capables d'opposer un réel niveau à Milwaukee, même quand ils n'ont pas tous leurs joueurs au top niveau, tu vois. Mmh. Ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi, quand tu disais Monty Williams qui a su s'ajuster, etc., je trouve que Bud a grave su imposer son jeu, enfin son style de jeu sur le Game 3, tu vois, et justement, j'ai pas vu le Monty Williams qui jusqu'à maintenant a quand même su s'ajuster et s'adapter quasiment à chaque fois, peu importe si ça gagne ou ça perd, mais qui a su imposer un challenge en cas de changement. Là, je l'ai trouvé un peu plus dépassé, tu vois. On a vu que sur le Game 3, il y a une grosse domination des Bucks, même des Giannis. Enfin, ça rentre à l'intérieur comme dans du beurre. Les Suns ont tenté une zone, tu vois, un truc, mais voilà, qui a pas fonctionné. Et je trouve que Monty Williams, il s'est un peu noyé dans ce match. Chris Paul fait un bon match, mais tu vois, c'est aussi parce que quand tu as la déferlante Bucks qui se réveille et que tu as les trois qui sont bons en même temps, tu peux t'ajuster comme tu veux. Au bout d'un moment, tu peux rien faire. Quand tu as Giannis qui roule et que les shooters autour rentrent leurs tirs, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Donc, mais je suis quand même d'accord avec toi. On n'a pas vu la capacité de Monty à réagir. Après, tu vois, c'est vrai qu'il y a ce côté rouleau compresseur, mais tu vois, genre, je trouve que il est pas revenu comme il a su nous montrer que des fois il revenait dans un match, tu vois, Monty Williams. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pense aussi, on oublie un truc, c'est que au Game 2, il y a un gars qui s'appelle Dario Saric en backup de DeAndre Ayton qui s'est blessé ligament croisé, et que une fois qu'Ayton est plus sur le terrain au Game 3, Torrey Craig aussi qui se pète, hein. Et Torrey Craig aussi. Torrey Craig qui est déjà champion d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il s'en fout, il aura sa bague. Donc c'est ça aussi, c'est que l'impact physique qui était déjà, enfin en tout cas le duel physique entre les deux qui était déjà à l'avantage des Bucks avant même que la série commence, hein, parce qu'il faut le dire, il y a quand même des beaux bébés en face, et puis même PJ Tucker, le petit Rocky, il a pas besoin de faire 2m10 pour te faire chier, hein. Donc je pense qu'avec Dario Saric, enfin c'est même si on l'a vu, c'est pas pareil sans lui, hein. Maintenant c'est Frank Kaminsky qui le remplace. Ouais. Donc bon, à Charlotte, après à l'intérieur, on a eu aussi quand même un très bon, parce que du côté des Bucks, Brook Lopez aussi, hein.
Parce qu'on Brook oublie, Lopez, tu vois, Bobby et Portis, ouais. c'est un truc qu'on oublie un peu et que je trouve un peu dommage, mais tu vois, Brook Lopez, souvent, aujourd'hui, on l'oublie un peu quand on pense forcément au secteur intérieur des Bucks, on est obligé de penser à Giannis en premier. Mais, et Brook C'est Lopez, du coup, très enfin, il est très intelligent, ouais. souvent au large parce que dans un registre où t'as Giannis qui casse ta raquette, On- t'as pas besoin d'un deuxième intérieur, t'as besoin de place. T'as besoin de Mais shooter. Et du coup, mais tu vois, quand Brook en Lopez se défense, met à ouais. l'intérieur et Tonton, il commence à poster des mecs et il balance son petit hook main gauche, y a rien à faire, tu vois. Ouais, et Et, puis en défense, c'est quand même un contreur plutôt intelligent, enfin, quelqu'un qui gêne aussi les percées dans la raquette. Et pour le coup, dans le Game 3, il y a eu très 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 peu de shoots de la part de Booker, et très peu de réussite. Michael Bridges, il me semble qu'il a dû shooter 4 fois dans le Game 3, donc que ça soit de loin ou au large, vraiment, on n'a pas reconnu du tout le visage des Suns sur ce Game 3. Là, on parle où le Game 4 aura été joué. non, il aura pas Et été joué. il aura, il aura pas été joué, pardon? Non. Ah ouais? Ouais. En tout cas, pour le coup, il faut jouer sur ça, justement, sur les Suns, et puis remontrer le même visage qu'il y avait eu en début de Ouais. série, parce que il y a peut-être cette tendance aussi qui a changé. Le momentum aurait peut-être changé de camp. Je sais pas encore, parce Bah, que, encore une fois, les Bucks sont dos au mur, hein. t'as Ils le, perdent et c'est... t'as le retour à Vas-y, vas-y. domicile déjà, tu vois, qui fait le taf. Ouais. Forcément, on s'y attendait. Mais tu vois, au-delà de ça, c'est vraiment, je trouve. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, t'as les Bucks qui sont en totale réussite. Jrue Holiday qui fait un match, qui fait un super bon match après avoir fait des matchs quand même assez dégueux. Chris Middleton qui fait pas un match extraordinaire, mais qui fait un match propre, tu vois, qui se rattrape de son game de kata. Giannis qui nous refait un match à plus de 40 et 10, qui rejoint des clubs où il y a dedans, il y a LeBron et Kevin Durant, gros, et je sais plus qui, et Jordan aussi. Enfin, des clubs de l'enfer, quoi, tu vois, genre c'est des clubs où tu mets les pieds, t'as la plante des pieds qui te brûle. C'est ça. Et en face, t'as des Suns, pardon, qui sont en galère. T'as Monty Williams qui galère, t'as Chris Paul qui fait pas un match exceptionnel, t'as les seconds couteaux. Chris Paul fait quand même un bon match. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il y a trop d'ingrédients qui font qu'il manque un truc. Tu vois, t'as Chris Paul qui fait un bon match, mais pas plus. T'as Devin Booker qui passe complètement au travers. T'as Monty Williams qui passe au travers. Et t'as les seconds couteaux, tous les Michael Bridges et les mecs qui ils se font tabasser, gros. Ils se font en défense, ils mangent. En attaque, ils arrivent à rien. Ils se font défoncer. Ils se font casser en deux. Et vraiment, tu sais, c'est ce genre de. Et Bridges font un match vraiment cata. Bridges qui le match d'avant met 27 points. Le gars, il prend des pull-ups de l'antéchrist. Après, lui, tu l'attends plus en Factor X qu'en joueur. Ouais, mais il est jeune. Il fait un énorme match. Tu vois, vraiment, il fait un énorme match sur le Game 2. Game 2. Et d'ailleurs, la stat, tout le monde l'a dit, mais la stat quand même que Michael Bridges et Jack Crowder mettent plus de points, tu sais, sur le Game 2 que Middleton et Holiday. Ça, c'est exceptionnel. Mais du coup, Michael Bridges a 4 points en prenant 4 shoots et Booker a 10 points à 3 sur 14 au tir. C'est quand qu'on a vu ça, en fait, chez les Suns dans ces playoffs, tu vois. Donc ça m'étonne pas qu'ils perdent ce match, d'autant que du coup les Bucks ont mis la barre très haute et que tout le monde était tout le monde a répondu présent. Maintenant, moi, je reste inquiet pour les Bucks parce que je vois pas les Suns reproduire une telle contre-performance et je ne vois pas les Bucks. Enfin, il va falloir que les Bucks. Il faut que les trois soient là. Il faut que les trois soient là. Je suis d'accord. Moi, il y a un truc aussi qui m'a étonné. C'est que sur les Game 1 et Game 2, on a beaucoup vu, tu sais, les Suns qui ont vraiment passé leur soirée à cibler les faiblesses défensives des Bucks. C'est-à-dire que Pat Connaughton, Bryn Forbes, Brook Lopez, Bobby Portis, à chaque fois il y avait des switches, ils se mettaient sur eux et c'était barbecue chicken wings, tu vois. Genre il y avait juste rien à faire. Devin Booker et Chris Paul, tu vois, ils s'amusaient avec eux. Et puis tu vois, j'ai pas retrouvé ce truc, tu vois. J'ai pas retrouvé ce truc. D'ailleurs, sur le Game 1, dans mes notes, j'ai retrouvé ce truc. Stat quand même intéressante, mais c'est seulement le 3e joueur de l'histoire à marquer 30 points au plus en finale à 36 ans au plus. C'est assez ouf quand même. Et les deux Cameron étaient super bons, tu vois, au Game 1. Ils avaient eu de ouf des lancers francs. Ils étaient à 25 sur 26 au lancer franc. Enfin voilà, c'est ce genre de petits trucs que j'ai pas retrouvé. Et tu vois, justement sur le Game 2 pareil, parce que je m'étais pris des notes pendant les matchs, j'avais vu que très vite, tu vois, les petits soldats de Phoenix, ils ont maintenu les scènes sans vie dans la rencontre, tu vois, les Cameron Payne, les Cameron Johnson, même s'ils mettent 2 points mais défensivement ils sont là, les Jack Crowder et tout, tu vois, il y avait vraiment plein de trucs, tu vois, il y avait vraiment plein de trucs.
Et puis, C'est ça aussi qui fait leur force aux Suns, c'est que ils ont des gars pour pour suppléer le trio de tête qui sortent vraiment de leur boîte à chaque match et qui n'ont pas été trop présents à ce match 3, mais c'est vraiment sur eux aussi. Enfin, c'est ça qui fait la différence parce que les 2-5 des Suns sont comparables, mais c'est vraiment la polyvalence et puis le collectif qui fonctionne très bien chez les Suns qui font leur force et qui font que même avec ce 2-1 et même avec tous les défauts qu'on peut retrouver dans ce Game 3, on voit bien qu'ils peuvent pas refaire une partie pareille et que même avec ce 2-1 en fait on voit quand même enfin, en tout cas pour ma part, moi je vois encore les Suns gagner ces finales quoi. Après, c'est un peu les Bucks, ils ont gagné le Game 3, mais est-ce que le momentum a réellement changé? Bah moi je pense que oui, parce que je trouve que les Bucks n'étaient pas du tout à leur niveau naturel sur les Game 1 et 2. Giannis aussi était pas à 100%. Et tu vois, quand t'as des, non mais d'accord, je dis juste ça, tu vois, mais c'est clair qu'il est pas à 100%. Tu vois, il y a un cumul de trucs. Oui, mais comme tout le monde en playoff, personne n'est à 100%. Chris Paul, il est pas à 100%. Devin Booker, personne. Surtout les superstars, gros. Et il te met 40 et là il joue avec une hargne, t'inquiète pas qu'il a envie de non la mais tu vois, gagner, surtout au-delà de Giannis, tu vois, limite Giannis on s'en foutait, mais ce que je voulais dire c'était que tu vois les Middleton et Jrue Holiday on les retrouvait pas pour l'instant, là ils font un très bon match tous les deux hier. T'as vraiment Jrue Holiday qui est super bon dans la production, Chris Middleton qui est plus en retrait mais qui est propre, tu vois, qui fait 18 points avec du rebond, de la passe mais propre au tir et tout. Et un collectif des Bucks qui joue, ils sont à la maison, ils ont le momentum. On a vu des phases, c'était sur le Game 2 je crois, où Giannis il secoue un peu ses gars, image qui a tourné sur les réseaux et tout. Sur le Game 3 t'as l'impression qu'ils sont vraiment réveillés, t'as des Bobby Portis qui gueulent, qui mettent de l'énergie, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, et puis et de ce côté, en tout cas tu vois, je trouve qu'on retrouve, enfin depuis le Game 3, enfin sur le Game 3 en tout cas, on retrouve un peu ce truc qu'on avait peut-être un peu oublié, mais ce côté les Bucks sont capables d'être un rouleau compresseur contre n'importe quelle équipe sur un match quand ça fonctionne, et en finale il suffit, enfin en playoff j'invente rien, il suffit d'en gagner 4, t'en as encore un à la maison. Pour l'instant t'as clairement le momentum parce que t'es à la maison, tu viens de faire un Game 3 où tu t'as explosé les Suns, t'as tous tes joueurs qui sont bons, et donc tu vois, ça fait beaucoup d'ingrédients qui sont là. Donc j'imagine que pour le Game 4 tu reviens avec cette confiance, avec cette dalle, parce que t'es quand même mené 2-1, mais t'es à la maison, tu sais que c'est un match ultra important, tu peux repartir à 2-2 à Phoenix, et ensuite c'est un jeu de ping-pong, hein. Une fois que t'es à 2-2, c'est un match là-bas, un match ici, un match là-bas, un match ici. Donc je pense qu'on a tous les ingrédients pour que ça revienne à 2-2 et qu'on ait une très grosse série de finale. Tu vois, après, je dis pas que les Suns vont pas gagner ce match et qu'il y aura pas 3-1. Hein. Je dis juste que justement, j'envisage beaucoup plus, tu vois, j'envisage beaucoup plus un 2 partout maintenant que forcément quand il y avait 2-0, tu vois, et qu'on avait, enfin, tu vois, il y a des craintes en moins par rapport au, tu vois, le Game 3 nous a apporté beaucoup plus de certitude du côté des Bucks quand t'as une potentielle grosse série de finale. C'est clair, sauf que malgré tout ce que tu as dit, et tout ce que tu as dit est vrai, mais je reste pas persuadé que le momentum a changé. Là, moi, je pense que les Suns, ils savent qu'ils ont raté le Game 3. Ils savent qu'ils ont pas défendu comme ils auraient dû défendre. Ouais, mais le momentum, surtout, du coup, il est à Milwaukee quand même, tu vois, pour toutes ces raisons, non ? Non, parce que les Suns n'ont pas pratiqué leur meilleur basket. Après, les Bucks non plus sur les 2 premiers matchs. Sauf que il y avait une telle impression de domination et de contrôle que moi, je pense que si les Suns, ils rejouent au même niveau et que tu as Chris Paul, Booker, qui sont capables de... Après, il faut que les Bucks arrêtent de switcher tout le temps, etc. Tu vois, mais si tu as Chris Paul, Booker qui à un moment, sur un quart-temps, sont capables de te faire la chanson à mi-distance pendant 5 minutes et de te mettre 6, 8 points d'avance, ensuite tu les retrouves plus, les Suns. Parce qu'à côté, tu as des Bridges, des Ayton et des Jay Crowder qui te font mal sur les séquences où Booker et Chris Paul, justement, ne vont pas. Et ça, si les Suns remettent ça en place sur le Game 4, et qui gagnent le Game 4, pour moi c'est fini. À 3-1. Ouais, mais les Bucks sont ce truc-là aussi. Les Bucks sont ce truc-là et ça peut leur permettre de revenir aussi dans des matchs des fois. Les petits mecs comme ça, les Bryn Forbes qui envoient des 3 points, les Bobby Portis qui fait chier dans la raquette, tu sais, tous les mecs qui rôdent comme ça autour dans la rotation. Justement, pour le moment, et même si c'est un peu culotté de dire ça parce que les Bucks ont plus d'expérience en playoff, si on prend l'effectif au total, tu vois, pourtant on a l'impression que l'équipe la plus mature est celle qui est capable le plus de réagir après une défaite, et on va dire, tu vois, de moi, ce qu'on a vu sur le Game 1 et sur le Game 2, les Bucks ont fait un Game 3, les Bucks ont fait un Game 3 où c'est pas juste où ils gagnent et c'est une belle bataille, c'est une branlée, gros.
il les Je suis défonce, pas d'accord. c'est sans appel. Ah si, Ah non, quand même gros, pas. il y a un écart dès le Il y début. a un écart Il y de a un 20, moment il y a un donné, il y écart a, de il y a 20, mais le 30, score il y ne a reflète 30 pas à un 9, blowout gros. À un pareil. moment donné, il y a 30 à 9. À la En mi-temps, fait, dans il y a les... plus. Enfin, c'est à aucun moment on se dit les Suns vont revenir. On regarde, tu vois, mais ils reviennent jamais, gros. Ils se font défoncer, ils se font Mais, fracasser, ouais. gros. Mais pour le coup, j'ai regardé un petit peu comment ça s'était passé aussi dans les autres games. Et à chaque fois aussi, c'est en début de match, les débuts de match où ils se rôdent, les deux équipes, vraiment, c'est assez serré. Et c'est dès le game 2 où il y a une équipe qui prend le dessus sur l'autre. Et pour le coup, c'est vrai que le score paraît assez, l'écart paraît assez énorme dans le game 3. Mais on a eu à peu près la même chose côté Suns dans les deux premiers matchs, c'est-à-dire que ils étaient aussi capables de petit à petit creuser l'écart comme ça et créer une distance sans se rendre compte avec leur adversaire. Pour le coup, vous parliez justement de Switch et tout. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là, c'est que les deux franchises, c'est bon. Il y a eu cette période de rodage pendant 3 matchs. Là, on est sur un Game 4 où maintenant on connaît les deux forces des franchises. Et il faudra que Budenholzer, justement, on parlait de Williams, fasse aussi quelque chose sur ses Switch. Et je pense qu'on parle de les Suns peuvent revenir de ce game, après ce Game 3 et inverser la tendance et trouver les solutions. Ils pourront pas être pires que ce qu'ils ont été. Mais je pense aussi que les Bucks vont, j'espère, en tout cas pour la suite de cette série, enfin trouver ce problème à ce Switch et arrêter de voir un Chris Paul qui fait ses danses sur tout le Wisconsin, parce que là, c'est Même plus Booker, possible. hein. Il fait pas son Bah match oui, 3, et mais Booker, Et Chris Paul sur les deux premiers matchs, je te dis, ça switch Oh. à chaque fois sur le Pat Connaughton sur le premier match, il prend tellement cher, il se fait Booker, défoncer. c'est du Ouais. 32 points. Non, c'est du 31 points sur le deuxième. Chris Paul, c'est du 32 points sur le premier. Vraiment, Booker, le meilleur élève du maître Yoda Chris Paul. Hein, Sur le il game n'y a 2, pas à dire. qui tient la baraque. Et d'ailleurs, moi, je voulais vous demander, les gars, si les Suns sont amenés à gagner pour vous, c'est qui le MVP des finales entre Chris Paul et Booker? Ah, c'est trop tôt, hein. C'est trop Non. tôt en fait. Moment, tu peux pas départager, hein. Parce Pour que l'instant, tu peux pas parce que Chris Paul fait un match 3 correct mais trop discret. Booker se chie dessus. Il y a un des deux matchs, match 1 ou match 2, je sais plus. Chris Paul fait pas un bon match aussi. Non. Paul est là. Chris Paul est là à tous les matchs, mais Non, juste non, il- game 1 ou game 2, il fait une perf vraiment loin de ce qu'on attend de lui. Standard, ouais. Pour un match de finale. Bon, si on check à 3 en même temps, ça, du coup, Est-ce que- je vous laisse checker. Mais, Est-ce que Antetokounmpo sera MVP des finales même s'il perd avec ses perfs Non, Ah, non, c'est mais- pas possible. Non, Moi, non. je suis Non, contre. non, il y en aura plus. Il y en aura Il y en aura plus. plus. Mais, Il y en a eu mais non, pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour l'instant, tu vois, pour parler d'MVP des finales. Mais en tout cas, il y a un spot. À Milwaukee, il n'y a pas de spot. Si c'est Milwaukee qui gagne, il n'y en a qu'un, tu vois, c'est Giannis. Mais maintenant, c'est vrai qu'à Phoenix, ça peut être l'un ou l'autre. Franchement, ça L'un va ou être en l'autre, fonction des matchs à venir, tu vois. S'il y a un Chris Paul game ou un Book game, c'est clair que surtout des matchs décisifs. Même là, un ou deux, tu vois, tu fais un énorme match et ouais. derrière, tu restes performant, Ouais, tu ouais. vois. c'est- Ouais, puis comme tu dis, sur des matchs décisifs et tout, si Booker il envoie 35 pions pour la win, pour gagner le titre. Oh là Pour le là. moment, je le donnerai plus à CP3 parce que Booker a peut-être eu un match où il était moins dedans. Vraiment beaucoup trop dégueu le Et- match 3. Mais Parce que ouais, quand Chris Paul mais- il est en deçà de ses performances, il fait quand même il produit quand même. Alors que Booker, c'est ça. Booker, franchement, hier sur le game 3, il passe complètement au travers. C'est-à-dire qu'il est vraiment mauvais dès le début, il fait des mauvais choix, il met pas dedans, il a des pourcentages cata. Et puis tu vois, c'est pas un Chris Paul. C'est-à-dire que quand ça va pas au scoring, il est moins. Et puis tu vois, il était moins impliqué au rebond, je trouve. Il était moins à la passe. Enfin, il était un peu perdu. C'est peut-être juste le fait d'être à l'extérieur, hein, tu vois. Franchement, à Phoenix, ça faisait combien de temps, gros, que t'avais pas un match de finale, gros? Barclay 93. Remarque à Puis- Milwaukee puis- depuis 73, donc. Et puis les Bucks, je pense aussi, on fait ce qu'ils devaient faire pour le stopper un petit peu, quoi, pour limiter aussi, hein, parce que c'est peut-être là justement dès le game 3 ils ont commencé à trouver la solution et puis le fait aussi de gagner ce match là, enfin en tout cas de creuser l'écart très rapidement dans le match en première mi-temps, ça a fait que c'était très très compliqué pour les Suns de revenir. Pour le coup c'est plutôt ça justement que j'ai peur, c'est que je me dis que c'est plus facile pour les Suns justement de gérer les fins de match, et on verra parce qu'on n'a pas encore eu de match où c'est vraiment serré jusqu'au bout. Ouais, Enfin, ouais. Ouais, justement. j'ai pas l'impression.
Non, C'était non, très rapidement joué, au moins 10 points, ouais. pas très rapidement joué, mais en général, il y a toujours une Oui, équipe qui, soit au retour des vestiaires, creuse l'écart et prend 10 points d'avance et ensuite ne se, même si ça revient à -5, -7, etc., ça reprend jamais le lead et les trois matchs étaient comme ça pour le moment et les Bucks ont pris très tôt le lead dans le game 3, effectivement. c'est pour ça. Donc, à voir comment, enfin, s'il y a des matchs serrés, comment les deux équipes joueront ces Pour fins de match. Et souvent, les Suns sont meilleurs à ce jeu-là. En tout cas, ils l'ont prouvé dans ces playoffs. Sauf s'il Mais y a sauf s'il y a Chris Middleton qui se la joue en mode KD comme il l'a été c'est sur ça. les fins de série contre Atlanta et contre les Nets. Les Nets, ouais. Il va falloir une réaction de Chris Middleton et de Jrue. Jrue, elle a eu lieu au Game 3, mais j'attends de Middleton qui pratique le même niveau de performance qu'il a pratiqué contre Atlanta et contre Brooklyn. Parce que on a bien vu que contre cette équipe de Phoenix qui sait défendre et qui sait, quoi qu'il arrive, trouver des solutions, même quand elle est en difficulté, sauf là, sur le Game 3, parce que les Bucks étaient trop forts, il faut un Middleton qui pose problème dans les matchs où ce sera serré. Sinon, à mon avis, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le facteur X de cette série-là, de la suite de cette série. Et en vrai, c'est le Même facteur Jrue, X. hein, même Jrue. Ah, Jrue, en vrai, même quand il est mauvais, Jrue, le match qu'il envoie, le Game 3, il fait du bien, gros. Parce que il est Oui, dans oui, la oui, création, il je veux apporte dire, sa défense. À 3 points, il met tout. pour moi, pour moi, c'est moins grave si Jrue est mauvais que quand Middleton est mauvais. Tu vois ce que je veux Bah, je dire? sais pas, parce que sur son Game 3, Jrue, il fait un. Chris Middleton fait son match, mais il fait pas un match non plus. Tu vois, il est à 18 points, Il est à 6 sur 14, il me 6 sur semble. 14 au shoot. Enfin, tu Ouais. vois, il fait pas un. Il fait Il un y a, match. il y a aucun match de Chris Paul qui rate, hein. Là, ça y est, j'ai guetté les Ouais, non, trois. d'ailleurs, j'ai regardé My Bad parce que. En Il y en fait, a limite, aucun. c'est le contraire. C'est-à-dire que Il depuis fait le Game 1, 32, 23 et 19. Et il il est à fait, ouais, 10 il fait, secondes au tir à chaque il fait fois. 32-4-9, ensuite il fait 23-4-8, et sur le dernier, il fait 19-0-9. Donc c'est limite sur le Game 3 où il est le plus mauvais. De toute façon, Booker et Chris Paul et tous les Suns sont Moi, grave, pour grave pas avoir bons sur ce game-là. regardé le Game 2 deux fois, c'est vrai que sur le Game 2, il a moins de maîtrise, Chris Paul, et c'est plus Booker en patron. Mais Chris Paul est très Ouais, c'est fort ça, sur ouais. tous les matchs. Ouais, ouais. Chris Paul est très fort sur tous Non, les non, matchs, du mais coup, non, mais c'était juste Booker, pour, du coup, pour revenir sur le qui serait le MVP pour l'instant, c'est Chris Paul. Aucun débat. bah, à Pour cause du Game l'instant. 3, à cause du Game 3 de Booker. À cause du Game 3 de Ah Booker, bah oui, mais clairement. de toute façon, après, j'ose espérer que la NBA, même si Booker est en feu, enfin, on va dire sauf si Booker est en 35 points de moyenne et qu'il met un shoot incroyablement clutch, j'ose espérer qu'ils donneront ce titre à Chris Paul pour l'histoire, tu vois. Ah, ça serait cool. Les deux seraient cool, hein. Ah, quand même, Chris Paul. Chris Paul Ah, le gros, rapport. Booker, un jeune comme ça, là, qui a été drafté il y a 3 ans, gros. Il n'a pas été drafté il y a 3 ans, Il y a c'est sa ça, sixième. 2015, je crois. 2000, ouais. Mais tu 2015, vois, un jeune de ouf, on savait qu'il avait du potentiel, c'est une punchline depuis des années. Premier run de playoff, finale champion. ouais, Ouais, c'est mais incroyable aussi, hein. je t'ai fait le script de Chris Paul, on en a parlé sur la Ouais, dernière vidéo. ouais, ouais. Ça ferait tellement plaisir aux fans de basket, ça serait. Moi, je te dis, les deux me régaleraient, gros. Moi, je m'en fous, en fait. Moi, de toute façon, là, je suis dans un état où je m'en fous, parce que si c'est les Bucks et Yanis, je suis content. Si c'est les Suns, que ce soit Chris Paul ou Booker, moi, franchement, ça me va, hein. Je suis satisfait, on a de la nouveauté. Eh, gros, on a des équipes. De toute façon, moi, je suis pas un hater d'aucune des deux équipes, la et vache. je suis un fan d'aucune des deux non plus. J'aime beaucoup les Suns, j'aime beaucoup Chris Paul, j'aime aussi. Moi, ce qui me fait kiffer, je te dis, c'est le truc où t'as une équipe, la dernière fois qu'ils sont allés en finale, c'était avec Charles Barkley, gros, contre Jordan. Et l'autre, gros, c'était à l'époque d'Oscar Robertson, gros. De quoi on parle? Ouais, bah ouais, justement. Ça fait 50 balais quasiment. C'est pour ça que quoi qu'il 48 arrive, ans. ce sera une belle fête, tu vois, ce sera une belle fête pour la communauté de basket et ce sera magnifique pour l'histoire de Yanis parce que ça fait quand même 5 ans, ou bon, peut-être un peu moins, on va dire 3 ans qu'il vise vraiment le titre et qu'il bute. Mais moi, je trouve vraiment l'histoire de Chris Paul, cet éternel loser, MVP des finales pour genre la saison où on le voyait le moins, tu vois, on le considérait comme un vétéran qui allait ramener son savoir à Phoenix et il gagne le titre, il est MVP des finales. Mais vas-y, donne-moi ça tous les jours, mec. Je le raconterai à mes gosses. Et Booker c'est beau, mais il a encore l'avenir devant lui, Booker. Et les Suns sont une magnifique équipe, tu vois. Tu te dis avec Ayton, Bridges, Booker, quand même, qui vont bénéficier de ce parcours de playoff, de cette campagne et de Chris Paul à jamais, tu vois. Je pense qu'ils vont vraiment être là, les Suns, pour 4-5 ans au moins, ils seront présents à l'Ouest. Du coup, tu te dis, Booker pourra le gagner dans le futur, tu vois. Et Chris Paul, là, c'est la fin. Ça y est, tu vois. Il faut lui donner, parce que sinon, si c'est pas maintenant, c'est quand? Tu vois? Ouais, non, c'est vrai. Après, tu vois, moi, je suis.
Je suis d'accord avec toi sur le côté, ce serait beau. Après, je suis pas trop pour ce truc. Oui, si on lui donne pas maintenant, on lui donne quand, tu vois. Faut le mériter. Si Devin Booker saccage les finales NBA, gros, faudra le donner à Devin Booker, tu vois. Ce que je t'ai dit, c'est dans le cas où Booker ne met pas des shoots Mais tu clutch, vois, même si moyenne. tu vois, si Booker, franchement, il a même pas 35, mais juste il a 30 points de moyenne et qui compte, parce que tu vois, on l'oublie, mais il est quand même actif à la création. Il a des matchs où il est capable de prendre des tirs bons, tu vois. Sur les deux premiers matchs, à part, là, avant le Game 3, tu me dis que c'est Booker ton MVP des finales. Franchement, Je ouais. comprends totalement, franchement. Mais Ouais, moi, je le ouais, donne à ouais. Chris Paul pour l'histoire. Tu Ouais, ouais, je vois. vois. Comme on l'a donné à LeBron contre le Heat, même si LeBron fait des finales énormes, et je veux dire, Davis aussi est énorme, mais tu aurais pu te poser la question, est-ce que Davis, tu vois, est-ce que LeBron, lequel des deux? Bah, tu le donnes à LeBron, mais là, c'est la même chose. Tu le donnes à Chris Paul, c'est Chris Paul le patron, tu vois. Ah, mais sur les finales, quand même, LeBron est bien. Tu vois, sur l'ensemble des playoffs, sur le run des playoffs jusqu'au final, c'était vraiment AD le meilleur joueur. Mais Bronbron, il envoie des finales, gros. Pour mentir, en régulière, Eddie est incroyable aussi. Mais tu vois, en finale, on sent que LeBron, tu vois, il active vraiment le truc où. Oui. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera une belle finale ce soir. Non, c'est demain soir. Le Game 4 sera pour Bah, moi au moment où on va poster, c'est ce soir. On poste donc, demain, donc. donc ce soir, le match. Ce match-là, le Game 4, est le plus décisif pour moi de la série. Ah, bah oui. On avait le Game 3 qui l'était, mais là, du coup, forcément, par biais, ça devient Par Game extension, ça devient le game, encore une fois. 4. Mais sauf que là, cette fois, du coup, les Suns ont eu le temps de perdre et peuvent réfléchir et réagir. Quand les Bucks ont toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et il faut gagner. Parce que pour moi, là, vraiment, si tu rentres à Phoenix et qu'il y a 3-1, je vois pas les Bucks Non, gagner. c'est mort. De toute façon, on connaît la stat quand il y a 3-1. Bah, Ah, après, puis on l'a déjà le vu. point God là à 3-1, non mais Le point goal à c'est 3-1. Et puis, voilà, c'est les mort. équipes qui reviennent à 3-1, c'est les équipes de LeBron Non, James. non, ils peuvent déjà mettre le ruban autour du stade, mettre la coupe là devant la porte des vestiaires. Non, non, c'est bon, hein. Préparer le champagne et les bâches dans les vestiaires, Bon, après, c'est fini, hein. Chris Paul, il a déjà choke plusieurs fois des 3-1. Ah, et puis en face, t'as quand même une équipe, gros. Faut pas. Tu vois, même. En gros, le truc, c'est que s'il y a 3-1, évidemment, ils sont dans la merde. Non, Maintenant, non, ça. ils sont trop focus, là, les Suns, pour choke un 3-1, vraiment, tu vois. Ouais, mais mais les Bucks, gros, faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont sauf que sorti les Nets 107. Chris Paul en conf de presse, il te dit, après le 2-0, il te dit jamais de la vie, je vais me croire gagnant, j'ai connu trop de fois la défaite et trop de fois des comebacks pour savoir que je peux pas faire ça maintenant, je le ferai pas maintenant à ce moment-là de ma carrière. Et tu vois sur le Game 3, même s'ils se prennent 20 points, les Suns ne sont pas en train de... Ils sont moins forts. Ils sont Oui, pas c'est juste qu'ils ont pas de solution. Ils lâchent pas le match, mais ils ont pas de solution. Voilà, tu vois, ils sont pas en panique. C'est ça que je veux te dire quand je te dis, ah, je suis pas d'accord, quand je te dis s'ils se font pas détruire. Ah, Parce qu'ils franchement, si, ils se font défoncer, gros. ils se font défoncer, mais c'est parce qu'ils sont moins forts, ils sont clairement inférieurs, mais c'est pas parce qu'ils perdent leurs moyens. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, non, ils craquent pas. Ils craquent pas. Enfin. Ils lâchent pas. Après, ils se font quand même défoncer. Ils craquent dans le côté pas de Bah, solution. Ils sont. c'est T'as ça, l'impression qu'ils sont un peu justement. perdus, tu vois, un peu. C'est ça justement, c'est que ils sont genre ils sont pas en crack mental, c'est juste ils ont pas de solution et peut-être que par contre si les Bucks gagnent là, il y aura 2-2 avec avec du coup un autre combat physique un petit peu remporté parce que c'est vraiment là où je veux appuyer, c'est que j'ai réellement peur que pour Phoenix que ça soit très très compliqué de gérer tous les grands tous les grands des Bucks, quoi. Et je pense que si ça revient à 2-2, là, clairement, on en a parlé, le momentum va changer. Et ça peut être très très compliqué pour les Suns de gérer ça, hein. Moi, j'ai juste envie de notifier quand même aussi celui qui pourrait être MVP des finales, mais qui ne le sera pas parce qu'il n'aura jamais les stats pour et que voilà. Mais si les Suns gagnent ces finales, il faudra applaudir Jay Crowder pour son travail de soldat. Parce que Michael Bridges le fait aussi, mais tu vois, là, il a vraiment un Game 4 ou un Game 3 où lui, pour le coup, il perd ses moyens et il n'est pas du tout au rendez-vous, même s'il est extrêmement bien défendu. Mais Jay Crowder, sur le Game 3, est à 6 sur 7. C'est un leader vocal, même sur le terrain, il fait les plays qu'il faut faire. J'adore les joueurs comme ça, qui mettent la main là où personne n'ose mettre le pied. Et c'est magnifique juste le travail que fait Jay Crowder. Et s'il gagne ce titre, il l'aura vraiment mérité aussi parce que lui aussi, il a été le soldat de nombreuses équipes. C'est que tu kiffes trop sa coiffure en fait, c'est pour ça que Vraiment, les dogs. Et même, tu vois, moi vraiment, c'est ces joueurs guerriers à la, même aujourd'hui. Tucker, hein.
Et PJ Tucker, aujourd'hui, Pareil. on va dire celui qui représente un peu le plus ça, c'est Draymond Green ou Marcus Smart. J'ai envie de te dire, tu vois, c'est des joueurs que j'adore. C'est teigneux qui se battent comme ça. Et Jay Crowder en est un parfait étendard. Des gars qu'il faut avoir dans son équipe plutôt qu'adversaire. Je suis tout à fait Exact. d'accord. Exactement. Ouais, des mecs relous, des mecs, t'as Mm, t'as pas envie de les avoir en bune à bune sur le terrain, relou quoi. Bah, un Ouais, peu le non, Antoine c'est- de l'analyste, quoi. Hein. C'est un peu ça, quoi. Ouais, non, du coup, si on se projette vite fait sur la série, moi je pense que le momentum a peut-être pas forcément changé, mais le momentum du Game 4 là qui est à venir, t'as quand même avantage Bucks. Si les Bucks le prennent, il y a plus d'histoire de momentum en fait. Pour moi là, les Bucks, ils ont un momentum positif, mais genre s'ils le prennent pas, enfin s'ils le prennent, il y a plus de momentum. C'est 2-2, tu vois, ça revient balle au centre. S'ils le perdent, là ils vont être fracassés mentalement. Mais en tout cas, ils ont, je pense, ce moteur encore qui est en route pour le Game 4 et ils vont être dans la continuité d'un truc. Ils sortent d'un match énorme où ils ont su jouer sur leur force et ça a marché. De l'autre côté, ils ont pas su s'adapter. Tu restes à domicile et tout. On imagine quoi là sur la suite de la série, bien malin celui qui va me dire le score exact de la série, mais vous imaginez déjà juste, est-ce que vous imaginez Milwaukee revenir là ou les Suns les Suns prennent le large et il y a 3-1? Moi, c'est une réponse de petite fiotte qui ose pas se mouiller, mais je sais vraiment pas quoi te dire. Là, sur ce match-là, je sais vraiment pas quoi te dire. Ah, Vraiment, moi j'ai envie de dire Bucks hein. moi, j'ai envie de te dire Bucks pour la suite de la série et je pense que les Bucks vont réagir. Je pense que Middleton et Jrue Parce que vont je trouve qu'on dit trop, tu vois, pour les Suns, oui mais ils vont réagir, ils sont trop forts nanana, et on oublie un peu trop le fait que les Bucks ont déjà commencé leur réaction, ils ont déjà commencé à réagir via ce Game 3 et en fait ils ont vraiment lancé leur finale là à l'instant. Tu vois, il y a un rythme, tu vois, vraiment. Et voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment lancés là sur ce Game 3. Je suis d'accord, mais les Suns jusqu'à présent n'avaient pas connu de désillusion. Et Bon, qu'ils alors, ils ont gagné et joué en équipe. Contrairement au Game 1 et 2 où Yannis est quand même vachement seul, ouais. ouais, mais comme je te dis, les Suns n'ont pas connu pour le moment, n'avaient pas connu un tel échec comme ça dans ces finales, et c'est le premier. Et pour moi, je pense que un Chris Paul et un Monty Williams sont des... Et même un Booker. Tu penses qu'un Booker, après un match à 10 points comme ça, il te répond pas derrière le match suivant? Je pense que si. C'est pour ça que ce match-là, à mon avis, va être extrêmement serré, là. Et que j'attends de Middleton et de Jrue qui fassent des matchs, qui fassent des fins de série comme ils en ont fait contre Atlanta et contre Brooklyn. Parce que si on n'a pas ça, les Suns vont remporter le Game 3. Et pour moi, s'ils gagnent le Game 3, ça finit 4-1. Ça finit à Phoenix. Si les Bucks gagnent ce match-là, ce que je pense qu'ils vont faire, du coup, en attendant un énorme Middleton, en attendant un énorme Jrue, ils gagnent ce match. Et je pense que les Bucks gagnent ces finales. Mais je sais pas la suite du dénouement, mais je pense que c'est l'élément déclencheur ensuite qui te permet d'aller vers le titre. Tu vois. Ok. T'es dit petit prono pour le Game 4? Je suis vraiment du même avis. Allez, bah, tout simplement, celui qui gagne ce match 4 gagne la série. Je le vois comme ça. Ah ouais, même si les Bucks et qu'il y a 2 partout, genre? Ouais, parce qu'il y a vraiment DeAndre Ayton, aussi bon qu'il est dans tous ses playoffs, est un peu esselé justement côté physique. Et après, Ah là, il se fait un peu, il se fait un peu détruire par Yanis quand même, hein, des c'est deux ça. côtés. Et justement, est-ce que les Suns qui n'ont jamais perdu enfin la seule série où ils ont perdu deux matchs, hein, c'est contre les Clippers, hein, mais donc ils ont réussi à des Clippers amoindris. Là, c'est peut-être la première fois qu'ils tombent contre une équipe qui a 100, enfin, du moins avec un Giannis qui est quand même là, hein, évidemment. Ils affrontent l'équipe la plus forte qu'ils ont affrontée là pour l'instant. Oui, clairement. Bah, qui est au complet. Antoine, ils affrontent l'équipe la plus déter pour toi, enfin la plus forte, la plus solide. Les Suns, Oui. Genre, est-ce que les Bucks sont leurs plus gros adversaires pour l'instant sur ce run de playoff? sur ce qu'on voit, oui. Sur le papier, je sais pas parce que les Lakers c'était très attendu. Et les Clippers aussi, mais ils avaient pas Kawhi. Voilà. Mais du coup, sur ce qu'on voit sur le terrain, les Bucks sont clairement, bah, de toute façon, ils sont en finale. Donc, mais clairement, les Bucks sont la meilleure équipe. Oui, mais tu vois, par exemple, si je prends le truc à l'envers, par exemple, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont en finale, tu vois, genre, du côté des Bucks, peut-être que la meilleure équipe qu'ils aient affrontée jusqu'à maintenant, c'était plus les Nets. Je suis d'accord. Mais après, tu vois, est-ce que les Nets pratiquent un basketball si huilé, autant huilé que les Suns? Je ne sais pas. Tu vois, les Nets et
se basait beaucoup sur des individualités très très fortes que sont Harden, KD et Kyrie qui te faisaient jouer ensuite toute ton équipe. Et une fois que tu n'avais plus Harden et Kyrie, tout a reposé sur KD. Et les Suns, tu peux enlever Chris Paul et Booker, je peux te dire qu'ils vont jouer pareil. Alors bien sûr, ce sera pas la même chose parce que tu perdras tes meilleurs joueurs, mais ils vont jouer pareil que ce qu'ils jouent maintenant, tu vois. Et du coup, en ça, les Bucks, tu as vraiment besoin de t'adapter pour faire déjouer les Suns et c'est très compliqué. Excusez-nous, on a une toute petite coupure, c'est la magie du direct, mais du coup Antoine, tu es en train de me dire que du coup oui, certes, peut-être que les Bucks ont quand même affronté les Nets et tout, donc ils ont affronté une grosse équipe, mais que c'était pas des équipes aussi... Enfin, les deux affrontent vraiment, c'est deux collectifs qui s'affrontent, deux équipes avec deux bons coachs, enfin, qui a vraiment tous les ingrédients d'une bataille collective, d'une bataille quoi, avec plein de soldats et tout, et que c'est peut-être un combat aussi qui est beaucoup plus réparti, beaucoup plus équilibré, et qui repose soit peut-être moins sur des individualités, même s'il y a des individualités des deux côtés. Exactement, et tu m'amènes sur un plateau. Ce que je voulais dire pour la fin, c'est que on a eu beaucoup de médisants qui nous racontaient que comme on n'avait pas LeBron James ou comme on n'avait pas Kevin Durant en finale, on allait avoir des finales de mauvaise qualité ou quoi. Et déjà, si tu regardes les matchs, c'est du beau basket. Et ensuite, on a une vraie compétition là pour le coup avec le fait que les Bucks aient gagné le Game 3. On a un vrai storytelling avec Chris Paul, Giannis, etc. Et maintenant, on a une vraie compétition avec une série là qui se joue sur un Game 4 qui va être décisif. Eh oui, puis on a de la star, tu vois, même au-delà de... On a de la star, je veux dire, Giannis est une putain de star, Devin Booker et Chris Paul sont des putains de stars, et même du côté des Bucks, tu vois, Chris Middleton et Jrue Holiday sont des joueurs, des All-Stars, gros. Moi, je suis tout à fait satisfait de cette finale. DeAndre Ayton... J'étais surpris de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui disent franchement elle me hype pas du tout cette finale. Après moi, je suis pas d'accord, je suis comme toi, je suis pas d'accord avec ça, mais après je peux comprendre, tu vois, quand t'as un LeBron ou un Kevin Durant en finale, tu sais, ça a vraiment une saveur particulière. Bien sûr. Parce que tu sens que t'es sur des, tu vois, là on a des bons joueurs en finale, mais des calibres LeBron, KD, c'est vraiment du calibre all time de chez all time de chez all time quoi. Et donc, ouais. Même si, mais je peux comprendre qu'on ait ce sentiment de un peu moins d'histoire qui s'écrit, mais quand même, tu vois, y a quoi qu'il arrive, quel que soit le champion, il y a une legacy de ouf qui va en découler. Il va y avoir une des deux équipes qui va être championne. Pour une, ça va potentiellement être sa première bannière. Pour l'autre, ça peut être un titre depuis très très longtemps, depuis 71. Et moi, je trouve que c'est super cool. En storytelling, il y a aussi une grosse. Mais après, tu vois, tu parles, oui, on sera peut-être moins sur des décisions historiques all time, mais en vrai, si Chris Paul il a une bague, mec, ça change le script de beaucoup de gens sur le Ouais, classe. mais son frôle, tu vois, c'est. Pareil pour Antetokounmpo. Hein. Et pareil pour Giannis, ouais. C'est incroyable. Pareil pour Giannis. Mais vraiment, tu vois, je prenais l'exemple des KD et LeBron qui sont vraiment. Encore un cran au-dessus, quoi. Quoi qu'il arrive, on peut prendre plein de joueurs de calibre Giannis, Chris Paul et tout. Et les deux, tu vois, c'est un truc au-dessus. Mais imaginez Giannis, genre s'il a cette bague après 2 titres de MVP, un titre de meilleur défenseur de l'année, au bout de 3 ans, il a pas lâché, il est resté dans la même franchise. Avec une année où il gagne les deux d'un coup. C'est incroyable. Là, il est. De quoi Il a pas de 2 Deepoy, Yanis? Non, il a un MIP, 2 MVP, ce meilleur défenseur de l'année, genre des meilleurs bilans avec les Bucks. Il reste dans la même franchise, il apporte un titre à ses Bucks, c'est incroyable. Genre il est pas parti à Miami ou aux Warriors pour choper sa vague, si vous voyez ce que je veux dire. Il est resté, le mec. Hein. C'est incroyable. Ouais. Non, c'est clair. Et puis non, voilà. Donc, du coup, sur les pronos, on est tous d'accord, Bucks, du coup, pour le game 4, là. Ah, les Bucks, ouais. Moi, je te dis pas les Bucks de manière affirmée, en mode on est tous d'accord. Je te dis les Bucks, mais je pourrais tout à fait te... moi, j'exclus pas une victoire des Suns, tu vois, je me mouille. S'il faut que je me mouille, je dis... Si. De toute façon, on est sur un match de finale, donc tout peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que je mets ma pièce sur les Bucks. Voilà, moi, si je dois miser, si je dois aller faire un côté match, je te mets les Bucks, mais sinon, je sais pas qui va gagner et j'ai hâte de regarder, tu vois. Ok, bah en tout cas on suivra ça, peut-être que sur la prochaine table de marque on aura un champion, quoique non, parce que du coup là on va repasser sur un truc, alors attendez, que je check le calendrier là vite fait, ou si quelqu'un peut le trouver pendant que je meuble. Il y a un match du coup ce soir,
Et c'est dans 3 jours, du coup. Vraiment. Ouais, donc en gros, on pourra pas avoir de gagnant. Ah bah si on a un 4-2, un 4, un 4-1 Suns. Parce que quand ça change de ville, c'est 3 jours, et quand ça change pas de ville, c'est 2 jours. Donc là, on va avoir le Game 4, il se sera passé 2 jours. Donc ensuite, donc ce soir, c'est dans 3 jours. 18 et après, ouais, c'est ça. Après, ce sera le 21, donc on aura déjà tourné. Après, On aura déjà tourné. Mais donc en gros, on peut. Oui, mais je veux dire, en gros, si la semaine prochaine on a un champion, c'est-à-dire qu'il y a 4-1 pour les Suns. Exactement. Et Ce qui ça veut serait dire, ce qui serait quand même assez ouf. et ça veut dire ouais, que c'est complètement fou et que Chris Paul a une bague. Ouais, de ouf, et que c'est un quasi sweep, ça serait vraiment exceptionnel. Bon, en tout cas, on se tiendra au courant. On fera peut-être des Twitter Space aussi. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait là pour débrief un peu les matchs ou pour se pro. Non. Ou pour les préparer, pour les previews. Mais bon, en tout cas, on se tient au courant. Messieurs, merci pour cette émission, c'était sympa. Merci à vous, les gars. Ouais, merci les gars. C'était cool, j'espère que l'émission a fait kiffer ceux qui nous ont regardés. On se tient au jus, on se follow sur les réseaux, n'hésitez pas, hein, sur Twitter. D'ailleurs, je le rappelle, il y a toujours les concours qui sont en route pour le bouquin de Yann Casville et pour le maillot NBA. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à balancer un like. D'ailleurs, Hugo, Antoine, j'attends toujours votre follow back T'es sur dit. Twitter et Insta, mais Voilà, t'es dit, je savais qu'il avait envie de lancer une vanne. Donc ça voilà, fait 6 bah mois. écoute. Ça fait 6 mois, mais bon, c'est pas grave. En plus, t'es un menteur, je te follow, gros. Même moi, Le je te groupe follow vit bien. back. Non, mais le groupe vit bien, c'est ça qu'il faut dire aussi. Bon, à ce défaut, on te follow back. Moi, je te follow back, mais Hugo, il nous présente pas, lui, par contre. Début d'émission, Ah oui. il présente personne. Ah les gars, je peux pas faire des classiques à chaque fois quand l'émission elle est préparée au buzzer. Donc non Son voilà. petit polo, là. Ouais, j'ai changé un peu, j'ai changé du switch. J'avais un entretien avant, donc je suis resté en sap entretien quoi. Bon messieurs, Ah, le dédain. messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Les gens qui nous suivent, je vous ai dit, n'hésitez pas à nous suivre un peu partout, on se tient au courant. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Pour débrief les finales peut-être ou pour continuer à en parler si ça continue. Merci les gars, à la semaine prochaine. Ciao, Salut l'équipe. les gars. Ciao.